Tel un nuage de fumée, le groupe débarque en trombe sur le plateau de Férinia. En combinant la télékinésie de Diane et la magie d'air de Lorniel, il propulse une charrette qui contient tout le monde à vitesse rapide. Ménagez un peu vos pouvoirs pour le combat, s'inquiète Semnia. Pour la dernière base, ils n'ont fait que balancer leurs guerriers. C'est signe qu'ils n'ont plus le piège précis prévu, et plus vite on sera au dernier endroit, moins ils auront le temps de trouver quelque chose, précise le sorcier, concentré et sérieux. Diane aussi est plus déterminée que jamais, cachant au mieux la peine qu'elle a à maintenir sa magie. En les observant, Semnia ne peut retenir un sourire fier, mais également maussade. Lake s'en aperçoit et s'approche pour lui parler bas. « Tout va bien ?» se préoccupe-t-il. « Oui, c'est juste. J'ai l'impression de ne pas être utile en tant que chef. Tout le monde se débrouille déjà parfaitement et je ne fais que suivre. » Le Griffu pose alors affectueusement son poignet contre le sien. « Tu es indispensable, » affirme-t-il. Semnia a alors un sourire touché, mais retient une part d'inquiétude en observant l'horizon qui représente leur destination. Célé et Ixion entrent dans la salle contenant la grande boîte en bois inquiétante. Ce dernier est plus qu'anxieux en pénétrant l'endroit. « Ixion, cela remonte à combien de temps ?» demande-t-elle froidement. « 5 ans, finit par répondre ce dernier après avoir dégluti. Une paille. Pourtant, ce temps m'a paru bien plus long que la normale. Ce monde me fait cet effet étrange, songe-t-elle, toujours ferme. Flashback. Un portail était ouvert sur une petite île rocailleuse en pleine mer. Seules les vagues se manifestaient dans cet endroit désert jusqu'à ce qu'apparussent deux groupes sortis du portail. Baki, accompagné de Molina, les frères Bled et Plorias, et Célé, accompagné de Kupka, Tobor et Uzel. Plorias et Uzel portaient chacun un grand sac lourd au dos et avaient du mal à contenir leur contrariété en venant ici, alors que les frères Bled jetaient un regard de défiance compétitive à leur mère Kupka, qui leur rendait en se montrant plus impressionnante qu'eux. Ce n'était qu'un simple jeu de reconnaissance, semble-t-il, avant que Tobor ne déconcentre la démone avec une tape sur le dos. Molina ne se souciait guère de ses considérations, suivant impassiblement son maître, qui fut le premier à briser le silence suite à la découverte de cet endroit. Voilà donc la fameuse terre inconnue. Si ce n'est que ça, la compétition sera de courte durée. On se fait un petit jeu rapide pour savoir qui est maître de l'île, plaisanta-t-il. Tu sais comme moi ce que les éclaireurs ont rapporté il y a 1000 ans. Tu peux contrôler autant de terrain que tu veux. À la fin, c'est moi qui dominerai le continent, pas qui. Rétorqua Célé, restant froide à l'humeur de son frère. Je sais que tu prévois des messes basses, grande sœur, et je me fiche de savoir lesquelles, car je sais aussi que tu n'as aucune chance en combat contre moi. Un conseil, laisse-moi gagner le jeu et détends-toi en profitant du spectacle. Célé, agacé, ne lui donna rien d'autre qu'une moue dédaigneuse en guise de réponse. Enfin, je sais que tu ne le feras pas. Tu ne cherches qu'à prouver une supériorité inexistante aux yeux de mère. Ces 1000 ans à venir mettront enfin les choses au clair. Ta dernière phrase résume ce que je pense. Tu n'as toujours vu notre affrontement que comme un jeu puéril. Moi, je suis sérieuse, et maintenant que le terrain est beaucoup plus grand, tu vas voir ce que je pourrais en faire. Je sais être imaginatif, moi aussi, et je saurais tirer parti de ce terrain de jeu dont tu parles, ne rêve pas. Il y a déjà un point d'intérêt qui m'interpelle. Tu l'as ressenti, toi aussi. Cet endroit promet quelque chose, en fin de compte. Déblayer le terrain sera peut-être un peu plus qu'une formalité, s'amusait-il à la perspective d'un challenge. Nous savons tous deux comment ce défi se terminera, et crois bien que je m'impatiente déjà d'en arriver à notre prochaine et dernière rencontre. Moi de même, très chère sœur. D'un sourire en coin, il confirma ses dires. Nous ne nous reverrons qu'une seule et dernière fois à compter de maintenant, et elle promet d'être explosive. C'est Léopina, plus sérieuse et moins amusée que lui. Juste après, il s'avança vers la mer, faisant signe à ses démons de le suivre. Plorias, tu as bien les matériaux pour les tassiverpes? Oui, prince Baki. Bien, Molina, à toi de jouer. Littéralement, lança alors le prince démon. L'interpellée sortit un petit tambour de sa poche et en y jouant de façon concentrée, elle fit léviter tout son groupe dans les airs, les transportant au-dessus de la mer au loin. Célé et les siens les observaient disparaître à l'horizon. « Voulez-vous que nous les rattrapions, maîtresse ?» s'enquit Kupka. « Inutile. Gagner à la course face à lui n'est que peine perdue. Il faut penser à l'après-coup. Nous allons nous préparer et observer pour l'instant. » C'est là qu'un autre pied sortit du portail. En parlant d'observer, commenta Tobor, ce n'est pas étonnant que mère t'ait envoyé, rajoute la princesse démon en voyant la silhouette sortir.
Ellipse. Scellé attendait dans une plaine reculée du continent. Avec une ponctualité infaillible, Tobor, Kupka et Uzel la rejoignirent, provenant de diverses directions. Rapport. Les lentilles que nous avons préparées nous ont bien aidés à nous fondre dans la masse. Ces idiots d'humains n'y ont vu que du feu, commenta Tobor. Nous savons que les gens ici vivent tout au mieux un siècle. Ils n'ont pas de pouvoir inné, mais étudient différentes formes de magie et leur système social, bien que plus primitif, a pas mal de similitudes au nôtre. Vu leur grand nombre, leur capacité militaire n'est pas négligeable. Cela dit, plutôt qu'un grand maître global, ils ont découpé leur contrée en 5 parts et nommé un roi à la tête de chacune, énonçait Kupka. Déjà divisé, je vois. Cela va être plus simple de gérer le conflit pour mon frère. Mais c'est quelque chose d'assez commun à savoir. Je suis sûr que Baki aura facilement trouvé ces informations également. Auriez-vous une piste plus spécifique à creuser? Tobor et Kupka ne trouvaient rien à dire de pertinent. Contrairement à leurs compagnons qui étaient un peu pensifs. Uzel, quelque chose à nous faire partager? Un poursuivi scellé? Des gens m'ont raconté des légendes de héros connus. Parmi eux, il a été fait mention du sorcier Lorniel, qui aurait changé il y a un siècle de cela en ayant fait la rencontre d'un homme aux pouvoirs encore inconnus. Cet homme avait en plus la particularité d'être pourvu d'yeux gris. Tobor ne comprit pas tout de suite l'implication. Des yeux gris? Qu'est-ce que ça? D'étranges. Kupka lui donna un coup de coude et indiqua ses lentilles. Ah, c'est vrai. Un humain qui apparaît avec des pouvoirs et un regard inconnu ici, mais commun par chez nous. C'est en effet digne d'intérêt. Nous savons qu'un des nôtres est passé par le portail il y a 1000 ans. Serait-ce possible que ce soit lui? Non, ça ne colle pas. Pourquoi se serait-il fait remarquer comme ça 900 ans après son arrivée? Peut-être que c'était lui, mais pas directement, réfléchissait Scellé. Ces démons la regardèrent alors, curieux. Je crois que notre ami a profité de son séjour pour mélanger ses gènes, si je puis dire. Si j'ai raison, il y a peut-être d'autres cas à trouver ou à faire. Que voulez-vous dire, maîtresse? Demanda Kupka. C'est une piste à suivre pour avoir des atouts sur mon frère. Il va falloir que j'y réfléchisse. Le connaissant, il va se mettre en plein centre de tout. En attendant, trouvons un repère où il ne risque pas de tomber sur nous, ajouta-t-elle, le regard tourné vers la mer. Ellipse. Scellé et compagnie s'étaient installés sur leur île depuis maintenant 1 an et demi. La princesse Démon travaillait encore sur certaines ramifications des souterrains qu'elle construisait avec sa magie quand Kupka vint pour s'adresser à elle. « Princesse Scellé, le premier est arrivé !»« Je vois. Ils mettent autant de temps à naître que les humains lambda. De quoi a-t-il l'air ?» À ces mots, elles se dirigèrent vers une salle où une pauvre femme en haillons était menottée au mur. Faible, sous la surveillance de Tobor et Uzel, elle tenait un bébé qui venait de naître dans ses bras, son bébé. Malgré le désespoir qui tournait autour d'elle en ce moment, elle était soulagée de tenir cette petite chose. « Montrez-le-moi », ordonna Scellé sèchement. Tobor ôta le garçon des mains de la femme. Dans un élan d'attache, elle essaya de s'y opposer, mais un simple regard menaçant du démon la cloua sur place. Par instinct, elle savait qu'elle n'avait pas son mot à dire, quand bien même cela la peinait au plus haut point. Il se rapprocha ensuite de sa princesse et mit son genou à terre pour mettre le nourrisson à sa portée. Scellé l'examina alors comme un vulgaire outil. Des yeux gris comme on l'escomptait, la corpulence faible des humains, mais nous pourrons arranger ça. Alors que le bébé la regardait avec curiosité, elle continuait de calculer sa valeur. Aussitôt où elle finit, elle fit signe à Tobor d'éloigner l'enfant. C'est prometteur, nous pouvons poursuivre la production. Tu sais, Xion, le temps est assez ironique. Tu n'étais qu'une petite chose comparée à moi il n'y a pas si longtemps, et maintenant tu fais plus de 2 fois ma taille. Princesse Scellé, je me doute que ça doit être d'autant plus bizarre quand on est attiré par quelqu'un. Lâche bêtement le concerné, surpris par la remarque. Je ne suis pas stupide, j'ai bien remarqué ce qui se passait. Et c'est grâce à ça que je suis sûr d'une chose. Elle lui fait signe de la main pour qu'il se rapproche. Alors qu'il s'exécute, elle réitère le geste pour qu'il baisse sa tête à son niveau. Elle l'embrasse alors sur la joue, ce qui ne manque pas de le faire rougir. « Je sais que tu feras tout pour ne pas me décevoir. »« Oui, princesse Scellé. » Il se ressaisit et va pour prendre la caisse. Alors qu'il lui tourne le dos, Scellé s'essuie les lèvres avec une légère pointe de dégoût.
Flashback. Un peu moins de 5 ans plus tôt, Célé était en pleine session de formation pour ses plus jeunes semi-démons. Elle enchaînait les entrevues assez détachées, calculant dans sa tête les contributions possibles de ses divers pupilles. D'abord, le tout jeune Thanatos montrait son don de traverser les objets avec aisance, en dépit du peu de temps qu'il avait commencé ses séances. Il pouvait faire passer son corps à travers tout matériau que Célé lui donnait, assez stoïque, mais ne put s'empêcher d'afficher un rictus sadique quand elle lui demanda pour la première fois de le faire avec un petit animal. Bien, à cette allure, tu auras vite maîtrisé ton don. Il faudra surtout t'entraîner physiquement par la suite. Perséphone se débrouillait correctement dans son contrôle de la Terre. Elle faisait un peu la moue d'être toute seule avec Célé, en regardant rapidement la torse de cette dernière, mais suivait ses directives sans broncher. On va apprendre à être plus réactif dans tes attaques, Perséphone. Phobos, lui, ne faisait que rester assis à se concentrer sur place. Maîtresse Célé, intervint-il timidement. Oui, Phobos. Je suis désolé de ne pas avoir de pouvoir plus utile. Je ne peux que me faire exploser moi-même. C'est à cause de ça que je n'ai plus de cheveux. Je peux toujours te trouver une utilité, rassure-toi. Karim et Scylla passaient ensemble. Ils se mettaient en harmonie d'esprit pour être raccord sur les illusions visuelles et auditives de leur pouvoir et sceller contrôler les ratés à corriger. Pratiquez ensemble le plus souvent possible. Vous pouvez être dévastateur, bien combiné. Tantale passait juste faire une visite de routine. Cela faisait quelque temps que Célé ne l'entraînait plus. Tout se passe bien avec les leçons de combat de Tobor? Oui, princesse Célé. Est-ce que ne me pose pas de questions? La coupe-t-elle sèchement? Sentant la déception qu'elle représentait à ses yeux, la jeune fille, renfrognée, n'insista pas et quitta la pièce sans tarder. C'est là qu'entra Calliope, juste derrière. « Nous sommes prêtes pour ta dernière leçon. » Il ne s'agissait que d'un cours abusif pour tenir le plus longtemps une note en dépit de la douleur. À la fin, Calliope était épuisée et Célé la félicita. « Ton chant est une prodigieuse arme, Calliope. Affûte-la chaque jour par toi-même à compter de maintenant. »« Oui, maîtresse. » acquiesça la jeune fille, légèrement chagrinée par cette remarque avant de partir. Vint ensuite un tout jeune garçon de 7 ans, tête blonde et regard fuyant. Il entrait à pas timide dans la salle. « Ah, te voilà, Orcus. »« Bonjour, maîtresse. Nous allons peut-être comprendre quel est ton pouvoir aujourd'hui. » En dépit de nombreux tests physiques et psychiques, Célé ne trouvait pas quel pouvoir ce garçon renfermait. Il avait beau se démener au-delà de la douleur que la princesse des molles lui infligeait en sa tête, il n'arrivait à rien ressortir. « Je suis vraiment désolé !» se confondit-il, épuisé et penaud. « Vu que tu es issu du zèle, ton pouvoir a plus de chances d'être psychique. Ils sont souvent plus difficiles à discerner. Même si dans ton cas, c'est un blocage plutôt exceptionnel. Je vous jure que je fais tout mon possible pour le trouver. Ce n'est pas assez, semble-t-il. » Devant ce jugement froid, le semi-démon ne put que se taire. Désemparé, il finit par se lever après que Célé lui en eut donné le signe. « Nous avons encore le temps, Orcus. Il suffit souvent d'un déclic pour que tout prenne corps, » rajouta-t-elle d'un ton toujours aussi calculé, alors qu'il partait. Frustré, il tapa du pied contre la paroi avant de s'éloigner. « Je vais en faire plus, » maugréa-t-il. Le suivant à passer était Paris. Ce n'était que des exercices de routine pour raffermir la puissance de ses jambes. « Ça ira pour aujourd'hui. »« Ouais, je vais lui montrer à Hector, » frimait-il en s'en allant. Alors qu'il quittait la pièce, Cérès entra, pas moins vantarde que son prédécesseur. « Votre meilleur élément est là !» lâcha-t-elle orgueilleuse. Après avoir soupiré, la princesse Démon poursuivit le cours. Bien, aujourd'hui nous allons entraîner ton... Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase qu'une gigantesque secousse suivie d'un énorme bruit se firent ressentir et entendre plusieurs couloirs plus loin. Célé sortit sans tarder pour s'informer de la situation et Ixion la rejoignit, provenant de l'endroit concerné. « Que se passe-t-il ? C'est Orcus. Il s'est disputé avec Phobos et tout d'un coup une horrible aura a émané de lui. Deux de nos éléments sont à terre en pleine souffrance et personne n'ose l'approcher par peur d'être également touché. » Ayant reçu ces informations, elle se rua vers le couloir où la commotion avait lieu et Tobor et Kupka étaient déjà présents. Elle distinguait Orcus plus loin, complètement en transe, alors qu'à côté de lui se tenaient écrasés au sol Phobos et Calliope, le regard totalement assombri et souffrant le martyre. L'atmosphère pesante dans l'air, créée par le pouvoir naissant du petit semi-démon, s'arrêtait juste devant Célé. « J'ai essayé de l'atteindre, mais le rayon d'action de cette chose est trop important pour que je puisse déplacer une quelconque partie de mon corps jusqu'à lui, » précisa Tobor.
Hésitant un instant, la princesse fit alors apparaître son bouclier pour se protéger et s'aventurer dans ce champ oppressant. Il exerçait une pression importante sur elle, ce qui rendait la progression vers Orcus difficile malgré la protection magique de son arme qui l'entourait. Elle marchait vers lui avec difficulté quand tout d'un coup, des images lui apparaissaient et la réalité semblait se distordre. À ses yeux, les couloirs se transformaient par à-coups en les plaines désolées de Sérinelle, et son frère était en train de la narguer de façon encore inaudible. Reine, distinguait-elle dans ses provocations. Une seconde silhouette floue se forma alors derrière l'illusion de Baki, celle d'une démone blonde de haute stature qui posa sa main sur l'épaule du prince démon. « Pourquoi n'ai-je pas eu ton frère directement ? Tu n'étais qu'une première tentative ratée. » lâcha distinctement cette silhouette d'une voix grave, retentissante. Irritée par ses hallucinations, la princesse démon luttait pour garder pied et finit par arriver à suffisamment bonne distance d'Orcus pour projeter un spectre de son bouclier à une vingtaine de mètres afin d'assommer d'un coup sec le jeune garçon par appel d'air. Suite à ça, les illusions disparurent, tout comme l'atmosphère générée par Orcus. Tobor, Kupka et Ixion ne tardèrent pas à s'approcher de Célé, légèrement en sueur après cette intervention. « Ce pouvoir est incontrôlable. Kupka, occupe-toi des deux touchés. Ixion contrôle la situation avec les autres semi-démons. »« Oui, maîtresse, » répondirent-ils tous deux en partant s'occuper des tâches données. « Et moi, princesse Célé ?» demanda Tobor. « Je pense que nous avons suffisamment d'armées métisses à gérer pour l'instant. Débarrasse-toi des femmes. À vos ordres. » Alors qu'il s'exécutait en se rendant à la salle d'emprisonnement, Célé regarda alors le corps inconscient d'Orcus, pensive. Orcus, 5 ans plus âgé, est désormais enfermé dans la boîte, sans s'être jamais réveillé depuis lors. Couvert de cernes livides, il semble n'être en vie que grâce à des tuyaux organiques qui alimentent son corps. La boîte en question est amenée dans la pièce où la seconde Célé continue de travailler sur le flux d'énergie produit par son tassiverbe restant. Ixion est assez déconcerté de les voir parler à l'unisson. J'ai cultivé Orcus pour être une arme à usage unique, comme l'a été Phobos. Seulement, elle est instable, et il y a un prix à payer pour l'activer. Tu comprends ce que je veux dire ? Ixion acquiesce, résigné et déterminé en même temps. Sa frayeur n'est pas totalement absente, cela dit. Je vais devoir utiliser un peu de puissance pour nous téléporter à la dernière base. Cela retardera mon sort d'1 ou 2 heures, mais ça devrait nous débarrasser définitivement de ces héros. D'un geste de la main, la Célé affairée au tassiverbe redirige une petite portion du flux qu'elle a créé pour la transmettre à celle qui est à côté d'Ixion et de la boîte. Il est temps. Elle téléporte alors les 3 personnes. Flashback. Il est maintenant temps pour moi d'entrer en scène. Xenakis venait d'annoncer la mort de son frère, la princesse Démon. Maintenant que j'ai pris les pouvoirs de Baki pour vous, j'ose espérer que mon accueil chez vous est définitif. Oui, il va falloir te préparer pour maîtriser ce pouvoir. Heureusement, je commence à avoir l'expérience pour ça. En attendant, Junon va te montrer la pièce où tu séjourneras. La concernée qui gardait l'entrée obéit aux ordres et fit signe à Xenakis de la suivre. D'un geste de la main, Célé fit également sortir Ixion. Elle se servit alors à un verre sans rien dire, seule avec Kupka. « Tout va bien, princesse Célé ?» s'inquiéta celle-ci en la voyant légèrement faire la moue. Baki était resté un gamin joueur et irréfléchi. Pourtant, il était extrêmement puissant, plus que je rêvais de le devenir. Cet idiot a été contraint d'activer son 2e cœur, et malgré tout ça, quelqu'un l'a battu. Lui. Un silence retentit. D'un accès de colère, elle jeta son verre au sol, qui se brisa. « C'est moi qui devais le tuer ! J'ai passé ces 23 dernières années à préparer toutes ces combines pour le faire tomber, lui! Pas une bande de bons samaritains guidés par un mioche !» Elle prit le temps de respirer pour se calmer. Enfin bon, désormais il n'y a plus de compétition qui tienne, et ça ne change rien au bout du compte. Finalement, la manipulation de Diane pourra m'être utile. Il est temps de lancer notre plan ? Oui, j'avais invoqué mes créatures sur le champ. Elle se leva pour se préparer à l'attaque avant de remarquer une ombre au recoin de la pièce. Sauf si tu as quelque chose à rajouter, Dolphus. Ellipse. Célé malmenait Xenakis à son entraînement. Il alternait entre différentes formes, Nova, Rokan, Monor, etc. Mais la princesse Démon était frustrée de la restriction de ses capacités. Tu ne sais pas utiliser les guerriers que tu contrôles à leur plein potentiel.
Ça te rend bien trop faible si tu es seul sur un champ de bataille. Alors ne m'envoyez pas me battre seul, rétorqua-t-il vexé. Même avec ta maîtrise partielle, tu aurais pu être un atout avec la force de mon frère, mais je ne m'attendais pas à ce que tu y réagisses aussi mal. Xenakis réagit avec dépit, fixant le bandage qu'il s'était fait au bras. La guérison se fait assez vite. Je devrais être entier pour le jour J, si cela vous inquiète. Baki aura su mériter jusqu'au bout. Bien sûr que son pouvoir ne pouvait pas être copié comme ça. En tous les cas, je pense que je ne peux rien faire de plus pour t'améliorer en si peu de temps. Évite le contact avec les autres semi-démons à la surface. Je vais bientôt envoyer ma taupe chez eux et je dois la garder ignorante en attendant. Bien, princesse, répondit-il un peu amer avant de quitter la pièce. Seule, elle repartit vers l'extérieur en observant tout ce qu'elle avait bâti ici en chemin. Les semi-démons au pouvoir physique qui s'entraînaient avec Tobor, la salle où son double surchargeait le tassiverbe qu'elle comptait utiliser contre Staël, son trône gardé par Kupka et la caisse contenant Orcus entreposée derrière. Puis enfin, tous les autres semi-démons qui patientaient là dehors. En particulier Diane qui était rejetée de plus en plus par sa sœur en voulant se montrer gentille avec elle. Après leur avoir lancé un sourire de pitié discret, Célé se préparait à réitérer son sort d'invocation en créant un portail qui fit surgir des Atraines par centaines. Très bientôt. Le groupe arrive à la dernière base de Célé qui paraît déserte. Seules quelques tentes vides sont présentes et le vent est le seul bruit qui se fait entendre. Je ne ressens la présence de personne, précise Lorniel. Nous sommes arrivés avant eux? Espère Nevis, ce serait trop beau, commente Gaëla. Sur leur garde, ils avancent d'un pas rapide et décidé vers le centre de l'endroit où l'orbe se trouve, en pleine ouverture. Seulement, en plein chemin, Célé, Ixion et le coffre apparaissent droit devant eux. Après un sursaut, les héros se préparent à attaquer, mais la princesse Démon se contente de leur jeter un regard dédaigneux avant de disparaître. Seul Ixion reste face à tout le monde et le stress se lit sur son visage. Pour elle, se dit-il bas, afin d'avoir le courage nécessaire. Il détruit alors les chaînes du coffre avant que les attaques à distance ne l'atteignent. Les boules d'éclairs, javelots et dagues le font tomber à terre, mais ça n'empêche pas Orcus de sortir de son conteneur, expression plus livide que jamais. Il se tient face au groupe tel un zombie et l'atmosphère devient pesante. Très littéralement, le pouvoir du garçon se manifestant avec fracas. Il tente de l'attaquer par réflexe de défense, mais dans un dernier sursaut, Ixion s'interpose pour prendre les tirs à sa place. À sa souffrance physique vient s'ajouter celle du contrôle d'Orcus, qui le met dans une transe de douleur. Et nos héros en subissent très vite également les effets. La tête lourde, il vacille sous les effets de l'aura néfaste dégagée et sombre un à un. Nevis tombe le premier, suivi de Jarès. Diane tente d'utiliser son pouvoir, mais ne parvient qu'à légèrement faire trembloter le garçon avant de céder à son tour. Lek, Gaëla et Cécinos tentent de foncer à l'attaque du garçon, mais s'écroulent à mi-chemin. Les quelques balles d'éclair du sorcier ratent leur cible tant il n'arrive plus à se concentrer et il fléchit à son tour. Seul reste Semnia qui titube en luttant de toutes ses forces pour rester debout. Elle essaye d'atteindre l'adversaire en lançant ses dagues, mais elle n'a plus de force. Elle finit par poser un genou à terre, sa vision devient de plus en plus floue. Elle distingue à peine l'enfant devant, alors que tout s'efface et se distord dans sa tête.